Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres du 20h30 présidentiel 2018, peinture de la culture camerounaise, selon les candidats à la magistrature suprême. Le concert des propositions résonne dans le 20h30. Dans nos régions, Balo-Centre, Batienga Yoko, Monatele Yaoundé, Obalaminta, la route passe et le développement suit. Le 20h30 roule sur les chantiers routiers de la région du centre. Détail à suivre dans le dossier de cette édition. Joseph Kaji de Fosso, évangile d'une fin qui commence. Une messe de requiem dite ce jour à Douala en la mémoire de l'homme politique et opérateur économique décédé le 23 août dernier. Le chef de l'État était représenté par le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par un livre pour le libéralisme communautaire. La dédicace de la nouvelle édition de l'ouvrage de Paul Biya, président de la République du Cameroun, a eu lieu cet après-midi à Douala, dans la région du littoral. Une lecture entre les lignes donne à voir la capacité de l'auteur à renouveler son programme politique en l'adaptant aux réalités du moment. Séverin Legambele. Les passionnés de lecture, les critiques littéraires et tous les autres acteurs de la chaîne de production du livre ont l'habitude de dire que chaque ouvrage a son destin. Le livre Programme politique de Paul Biya pour le libéralisme communautaire, dont la nouvelle édition est en circulation, n'échappe pas à cette logique. Il y en a qui pensent d'ailleurs que du point de vue de l'analyse, c'est un livre événement parce que la mise à jour et le discours s'appuient sur des éléments de contexte. Comme partout ailleurs, du retour des vacances, c'est souvent la rentrée littéraire. Et donc, les lecteurs vont retrouver cet ouvrage en circulation et vont devoir s'abreuver de ce qui est comme nouveau au retour des vacances. C'est également un livre événement parce que sa publication, sa réédition beaucoup plus précisément, correspond à un contexte particulier, celui de campagne électorale, au cours de laquelle un homme politique, un homme d'État peut proposer aux Camerounais sa doctrine politique, sa vision politique. Dans le fond de l'ouvrage, déjà présenté au public de Yaoundé et de Douala, l'adaptation aux réalités de l'heure ne s'écarte pas de la ligne directrice de la première édition parue en 1987, à savoir la promotion de la liberté d'entreprendre, de la fonction régulatrice d'un État démocratique et du devoir de solidarité nationale. Quand vous décortiquez le livre, quand vous le lisez, notamment dans les 30 propositions, vous voyez qu'il y a un focus, notamment sur l'unité nationale, qui est réactualisé compte tenu du contexte de l'heure. Au plan littéraire, pour le libéralisme communautaire est en passe de devenir un classique, de par les idées qu'il véhicule. La réédition de ces livres, fruit de réajustements avisés, est, du point de vue général, un renouvellement de la réflexion politique sur des sujets qui touchent le quotidien des Camerounais. Une lecture recommandée avant la présidentielle. Parlons justement de la présidentielle 2018 et du rapport entre les programmes des candidats et le quotidien des Camerounais. Que propose-t-il en matière de culture? Question à Lucie Colette Avoulou. Pour Matomba, l'adoption d'une loi autorisant le paiement d'une rémunération mensuelle à tous les artistes respectant les normes et conditions imposées. Joshua aussi, le candidat du SDF, projette une transformation de certains édifices en centres culturels et confier leur gestion aux collectivités locales. Il entend tout aussi mettre en place un fonds de garantie destiné au développement de l'industrie culturelle, notamment la valorisation du patrimoine immatériel. La vision du candidat Akeremouna de l'AFD met en priorité un mouvement de réconciliation des Camerounais avec leur propre histoire, adossé notamment sur l'enseignement dans les écoles et les universités d'une histoire réécrite du Cameroun. Cette histoire réécrite devra favoriser la réhabilitation des sites, des monuments et des personnalités historiques. Cette réhabilitation devrait tout aussi se traduire sur le plan théorique et pratique par l'implantation des musées dans les 10 régions. Le candidat Paul Biya du RDPC entend maintenir le cap des innovations et réformes mises en œuvre jusqu'ici, destinées à favoriser une plus grande vitalité de la culture camerounaise. Dans leur immense majorité, les Camerounais aspirent à vivre ensemble, dans la paix. C'est soucieux de cette aspiration
que j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont le rôle dans la promotion de notre vivre ensemble sera essentiel. Si les exemples venus d'ailleurs peuvent inspirer, l'industrie culturelle sous d'autres cieux constitue l'un des moteurs des économies. Certainement que les 9 candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre en ont conscience. Et je vous propose à présent la fin du feuilleton de la semaine consacré à la campagne web des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Ce soir, la rédaction interroge l'impact de cette campagne. Comment les Camerounais apprécient-ils cette communication digitale? Voyons cela dans ce reportage d'Oswald Medon. L'élection présidentielle de 2018 au Cameroun est déjà rentrée dans l'histoire avant même d'avoir commencé. C'est le premier scrutin de cette envergure qui aura embrasé la toile avec une web campagne tous azimuts. Un véritable phénomène qui ne laisse pas indifférents les Camerounais. Je trouve déjà que c'est un très beau moyen de communication. Pourquoi? Parce qu'on dit le net, ici là c'est le nouveau moyen de communication et c'est à large spectre. Donc déjà même la jeunesse, même ceux qui ne veulent pas être concernés, déjà une fois que vous êtes connecté, vous êtes obligé de connaître ce qui se passe. La campagne virtuelle a ses avantages que lui reconnaissent bien les internautes. Tout le monde ne regarde pas les mêmes chaînes, or alors tout le monde ne regarde pas toutes les émissions. Donc les réseaux sociaux constituent un moyen de toucher le plus grand nombre de cibles possible. Mais cet univers virtuel peut parfois s'avérer impitoyable et c'est ce que certains fustigent d'ailleurs. Les candidats gagneront à se retenir parce qu'avec Internet, on s'avance à dire n'importe quoi. Et on se cache même parce que d'autres font la campagne derrière certains candidats. Au lieu peut-être de parler de leur parti, eux, ils critiquent d'autres personnes. Tantôt, ils critiquent le président sur place, tantôt, ils critiquent les opposants et tout et tout. Je pense que c'est pas de ça. Le mérite est sauf tout de même. La visibilité du candidat sur la toile l'expose aux followers. Dans un espace où le smartphone est désormais la chose du monde la mieux partagée. La web campagne, une occasion comme une autre de prendre une longueur d'avance sur les autres concurrents. Seulement, tous l'ont bien compris. La différence se jouera sur la pertinence, mais surtout sur la capacité de convaincre un électorat connecté que pas grand-chose ne surprend plus désormais. Rendez-vous lundi prochain pour un autre feuilleton. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera un grand rendez-vous touristique et le Cameroun s'y prépare. Depuis hier, un atelier de professionnels du tourisme se tient à Garoua, dans le Nord. Le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs a ouvert les travaux avant de procéder à l'inauguration du bâtiment abritant les services régionaux de son ministère. Le reportage de Iya Achamalim à Garoua. Un riche potentiel faunique, des sites touristiques pittoresques, un important patrimoine immatériel, le Nord peut se targuer d'être mieux loti. Dame Nature lui a permis de crédibiliser les critères de pôle de développement touristique qui rassure les visiteurs. Le séminaire de renforcement des capacités des professionnels du tourisme organisé à Garoua sur l'accueil, l'hygiène, les techniques de service et la sécurité des touristes vise donc à mettre fin à l'amateurisme dans le secteur du tourisme et des loisirs, à s'arrimer aux standards internationaux pour accueillir une clientèle fortement diversifiée pendant la CAN Total Cameroun 2019. Nous visons le développement de la qualité des services d'accueil et dans le contexte actuel d'insécurité, nous devons faire en sorte qu'un touriste visitant notre pays et particulièrement cette région du Nord sache que de jour comme de nuit, il est en toute sécurité. En marge des travaux de Garoua, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment abritant les services de la délégation régionale du tourisme et des loisirs pour le Nord. Bâti sur une superficie de 5000 mètres carrés, ce joyau architectural a coûté à l'État camerounais plus de 415 millions de francs CFA. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, s'est également rendu à Lac-d'Eau pour y visiter la station nautique en construction. De belles promesses pour faire du Cameroun une véritable destination touristique.
Toujours à Garoua, signalons la clôture ce jour de la 16e édition de la campagne Vacances sans sida. Le secrétaire exécutif des Synergies africaines, Jean-Stéphane Biacha, a remis aux participants des bourses d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune et du matériel scolaire. Le don est de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, présidente fondatrice des Synergies africaines. Les détails dans ce reportage d'Abel Sali de CRTV Nord. Les comportements à risque en milieu jeune ont été encore corrigés pendant les vacances, aussi bien dans le nord que dans les autres régions du Cameroun, grâce à Vacances sans sida, initiative de la première dame Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergies africaines. Une campagne de sensibilisation couronnée de succès. Madame Chantal Biya avait vu juste lorsqu'elle a créé en 2003 l'opération Vacances sans sida. Le combat n'est pas terminé. Les efforts doivent être faits. Ceux qui ont eu le privilège d'être enseignés aujourd'hui sur les différentes techniques de sensibilisation et de prévention ne doivent pas baisser les bras. Président la cérémonie de clôture de cette campagne, le secrétaire général des services du gouverneur du Nord, Julien Doumba, a également salué l'initiative de la première dame. Une somme de 50 000 francs, des attestations ainsi que des paquets scolaires ont été remis à chaque participant, manifestement débordant de joie. Je remercie particulièrement Madame Chantal Biya pour le cadeau qu'elle nous a offert. J'ai déjà commencé à sensibiliser mes camarades de salle de classe. Ce n'était pas facile sur le terrain. Certains qui ne voulaient pas nous écouter, d'autres voulaient même nous taper. Face à ces défis, nous sommes donc interpellés à conscientiser nos camarades, à prendre en main leur destin. Il faut connaître son statut sérologique. En attendant la 17e édition de Vacances sans sida dans le Nord, la génération Android, elle, continue de cliquer sur le dépistage du VIH tel qu'indiqué par le thème de cette année. Regard sur la région du centre ce soir. Les travaux routiers en cours vont relier bientôt la totalité des départements par des routes bitumées. Un programme de désenclavement est engagé pour relier Monatélé et Yaoundé, Yaoundé et Yoko, et puis Yoko et Lena. Visite et retombée des travaux routiers dans le centre, Camille Soumbi. Dans la région du centre, les grands projets routiers sont en cours d'exécution. Pont de Natigal sur la Sanaga à Batienga, l'ouvrage est en cours de construction. Il va relier Batienga dans la Léké, Antui dans le Mbamekim. C'est le premier ouvrage de la route de l'espoir Batienga-Antui Yoko-Lena qui va désenclaver définitivement le cœur géographique du Cameroun. Un projet d'une importance capitale. C'est un gigantesque projet décidé par le chef de l'État. Le tronçon, s'il est travaillé et réceptionné, ça va réduire le trajet ancien de près de 200 km. Au terme de la construction de cette nationale, ce sera un ouf de soulagement et les populations vont en tirer bénéfice. C'est salvateur puisque pour un homme d'affaires qui se voit réduire les distances sur un axe bien entretenu, c'est un gain terrible. Les travaux connexes attendus, avec les pistes pour les zones, les bassins de production, la construction des écoles, des hôpitaux, un certain nombre d'infrastructures sociales. Du côté de la Haute-Sanaga, la route Banjok-Nangaïbo-Kominta, qui constitue la nationale numéro 1, est un véritable chef-d'œuvre qui fait la fierté des populations. Depuis que les travaux de cette nationale numéro 1 se sont achevés, on a comme une sorte d'impulsion générale à tous les niveaux. Bientôt, ce sera le cas avec les 12 km de route reliant Monatélé à Imana. Il y aura alors des retombées au profit des populations. Allons maintenant sur la route de l'espoir Batienga-Yoko-Lena, nouvel espoir des populations bénéficiaires. Au-delà du simple slogan, les retombées sont déjà visibles sur le plan socio-économique. Awa Issa, de CRTV Centre.
Des eaux jaunâtres du fleuve Natchigal en crue jaillissent les prémices du pont de tous les espoirs. L'ouvrage prend progressivement corps, des engins lourds et des gros bras sont à l'œuvre. La fin des traversées périlleuses pointe à l'horizon, au grand bonheur des riverains. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, même la moitié du travail même qui est déjà fait sur cette tronçon, nous sommes déjà un peu soulagés. Oui, mes affaires vont prospérer. L'autre motif de satisfaction des populations, c'est le bitumage en cours de l'axe routier Batengantui-Yoko-Nena, une route qui va définitivement désenclaver les grands bassins de production de cacao et autres produits vivriers. Du pain béni pour les seigneurs de la terre. Cette route est la bienvenue parce que nous allons transporter facilement nos marchandises d'une localité à une autre. Les grandes réalisations tiennent la route dans la région du centre. Le cauchemar des routes boueuses et poussiéreuses cède progressivement place au bitume. Les conducteurs d'engins à 4 et à 2 roues passent du rêve à la réalité. On prenait une place ici là pour arriver à Natchigal, on faisait pratiquement 35 minutes. Et maintenant là, ça va un peu plus vite. Dans les 10 départements de la région du centre, la route passe progressivement et le développement suit. Naturellement, tout le monde s'en porte mieux, le pays avec. La route Saint-Mélie-Madjoum, un projet intégrateur avant même la fin des travaux. Les échanges entre le Cameroun et le Congo se sont accrus, principalement dans le domaine des transports des grumes. Cet axe routier est devenu un véritable instrument d'intégration et de lutte contre la pauvreté. Le reportage de Jean-René Mengele, de CRTV Sud. La route, facteur de développement et d'intégration. Le Cameroun et le Congo sont aujourd'hui liés par un même cordon. La route, un vieux rêve. Je suis né le 29 août 1957, avant l'indépendance. Quand on nous parlait de la route qui relie les deux pays, le Cameroun et le Congo, j'étais déjà né. Des décennies plus tard, ce qui était un rêve est devenu réalité. Aujourd'hui, la vraie route est passée. C'est déjà bitumé. Je me dis que ce sont des rêves, je suis en train de rêver. Ce vecteur de développement est plus qu'un slogan chez les populations riveraines et les divers usagers. La route a également permis que certaines réalisations annexes soient réalisées. Des écoles, des points d'eau qui ont été aménagés par la même occasion. Et cette route est finie de telle sorte qu'il y a déjà une circulation intense et le développement est là. Cette infrastructure routière fait par ailleurs une des vocations chez les jeunes. Avec la route, on peut facilement écouler tous nos produits. Nous sommes un complexe qui fait dans l'agriculture, qui fait dans l'élevage, la pastorale et tout ce que vous pouvez savoir. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas tout évacuer. On a un marché de pratiquement 70 millions de Congolais qui nous attendent là à côté. La route de l'intégration sous-régionale, comme l'a désigné plusieurs personnes, va par ailleurs booster les échanges au niveau de la formation professionnelle et technique avec l'ouverture de l'Université inter-État Cameroun-Congo basée à Saint-Mélima. Dans la suite du journal, jetons un regard sur les acquis du Cameroun en matière de postes, télécommunications et TIC au cours des 7 dernières années. Un document bilan du ministère des Postes et Télécommunications fait le tour de la question et notre reporter Daniel Melanga l'a parcouru. Note de lecture. Le ministère des Postes et Télécommunications feuillette les précieux acquis enregistrés dans le secteur ce dernier septennat. 7 riches années illustrées dans le rapport d'analyse des données du Minpostel et de l'Institut national de la statistique. Il s'y dégage un basculement entre 2015 et 2018. Des prescriptions du président de la République, Paul Biya, à la conférence sous-régionale sur l'économie numérique, le ministère des Postes et Télécommunications soutient que la révolution numérique est en marche au Cameroun. Concrètement, le bilan du Minpostel met en lumière le linéaire de fibre optique interurbaine rallongé. 12 000 km actuellement, contre 2 150 km en 2012. Autre fleuron, les 6 000 km de câbles sous-marins à fibre optique qui relient désormais le Cameroun au Brésil. Le rapport d'analyse du Minpostel recense aussi plus de 18 millions d'abonnés du téléphone mobile en 2016,
près du double du chiffre de 2010. Des statistiques moins éloquentes tout de même sur l'accès à Internet sont relevées dans cette revue. Mais il y a de l'espoir avec les ouvriers du secteur, plus dynamiques que jamais. Près de 3000 jeunes doués attisent la révolution de l'économie numérique, potentiel moteur de croissance. Et c'est l'administration publique, le quotidien des Camerounais, qui se transforme. Mais il en faut plus pour réduire la fracture numérique. Le chef du département ministériel, Minette Libom Lilikeng, reste optimiste. Les chantiers de la formation, de la promotion de l'accès et l'usage des TIC pour toutes les composantes restent en cours. Une nouvelle cuvée d'experts en affaires sociales, désormais prête à servir la fonction publique camerounaise. Ils ont reçu ce jour à Yaoundé leur diplôme de fin de formation à l'INAM. Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales et marraine de la promotion Solidarité africaine, a exhorté les lauréats à promouvoir l'excellence et la probité dans le service. Compte rendu, Elvire Ninan. Nous devons aller appliquer notre ingénierie en matière d'intervention sociale sur le terrain. Partout où il y aura un être humain, nous avons à faire parce que le développement n'est pas qu'économique, il est social. La cérémonie de parrainage de cette filière est également l'occasion d'assurer un passage de témoins avec la promotion suivante. Pauline Irène Guéné, marraine de ces lauréats, les engage à apporter leur expertise au management des services sociaux. Je voudrais vraiment exprimer tous mes encouragements aux inspecteurs des affaires sociales qui sortent aujourd'hui, parce qu'ils devront faire montre de beaucoup de professionnalisme, d'abnégation, du respect du code éthique, n'est-ce pas, face aux nombreuses sollicitations plurielles du secteur social. La réouverture de cette section après 16 ans de suspension traduit la réponse du gouvernement en matière d'intervention sociale. Dans les carnets de la diplomatie, un nouvel ambassadeur de la République du Sénégal au Cameroun, Kar Diouf, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance ce jour au ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, lui, a été reçu en audience par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge des relations avec le monde islamique. La synthèse de Laurentine Bokono. Accrédité au Cameroun en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Cameroun, son Excellence Kar Diouf est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Une procédure qui lui permet, selon les usages diplomatiques, de commencer à assumer ses fonctions avant la présentation formelle de ses lettres de créance au président de la République. Kar Diouf succède à Vincent Badji de regrettée mémoire, décédé le 22 juillet dernier et dont le souvenir reste encore dans les esprits. Même cadre, autre audience, celle accordée à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Cameroun. L'Égypte est appelée dans quelques mois à prendre le relais de la présidence tournante de l'Union africaine. L'Égypte prendra la présidence de l'Union africaine l'année prochaine et c'est dans ce domaine-là que je suis venu voir son Excellence Adungaoum pour discuter les projets. Il y a certainement intérêt au Cameroun et on veut bien les savoir pour qu'on puisse les intégrer pour l'intérêt de l'Afrique. Le Caire et Yaoundé occupent des positions stratégiques dans leurs zones d'influence respectives et sont également liés par plusieurs accords de coopération. Une coopération satisfaisante est bâtie autour des valeurs telles la paix, la solidarité et la générosité pour une plus grande unité et intégration continentale. Et dans l'actualité des médias, la presse était réunie ce jour à Yaoundé pour discuter du rôle du journaliste dans la cité. Une initiative du Club des journalistes politiques du Cameroun. Invité de la rencontre, Siméon Valentin Zinga, un éditorialiste converti à la recherche après une longue expérience de journaliste politique. Le point des discussions avec Christian Batiegani. Un riche échange dans ce véritable banquet épistémologique et professionnel, inspiré d'une expérience de 20 ans de pratique du journalisme politique, dont une partie est formalisée dans cet ouvrage. Valentin Siméon Zinga, devant un public de femmes et d'hommes de médias, auteur, chercheur et orateur du jour, constate non sans le regretter le manque de repères et de profondeur de l'offre de traitement de l'information politique dans la médiasphère nationale.
La reproduction presque systématique des vérités aménagées, un peu trop prévisible à son goût. C'est un des journalismes qui explore des pistes les plus exposées à la manipulation. À partir de cet instant-là, je pense que le journaliste politique, plus que tout autre, a le devoir d'échapper à cette forme d'inféodation. Si le média façonne et structure l'opinion par ses missions d'information et d'éducation, le journaliste politique en particulier est averti par l'orateur sur les liaisons souvent dangereuses qui le lient aux politiques, avec le risque d'enlisement et de dévoiement de la déontologie professionnelle au profit de l'offre marketing. C'est le contact à la distance pour ne pas être le porte-voix à son corps défendant peut-être, mais assez souvent aussi de manière complice, le porte-voix des opérateurs politiques. L'orateur requiert du journaliste une discipline professionnelle rigoureuse, le débusquement des réalités derrière le simple spectacle politique et surtout l'application de la théorie de la distance qui évite la manipulation du journaliste par le politique. Obsèques officielles de Joseph Kaji de Fosso, une messe de requiem a été dite ce jour en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. La mémoire de l'homme politique et opérateur économique a été saluée au cours de ce service religieux présidé par l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, en présence du cardinal Christian Toumi. Le président de l'Assemblée, le président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendi, représentait le chef de l'État, Olivier Kingemoli. Fouet Toula Kadi de Fosso Joseph rentre dans la solennité de la mort avec les adjuvants et artifices officiels. Le drapeau national recouvre le cercueil, la police nationale exécute le rituel. Le tout est couronné par la présence du président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendi, représentant le chef de l'État. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Akwa est le théâtre de la célébration, sous le regard empreint de piété du cardinal Christian Toumi. Ils sont nombreux, issus de tous les milieux d'activité politiques, économiques, culturelles, même du CIRAC, en soutien à la famille. La messe de requiem est présidée par l'archevêque métropolitain. Monseigneur Samuel Cléda emprunte l'écriture biblique via l'exhortation donnée par l'apôtre Saint Paul pour reconnaître l'immensité de l'œuvre du disparu par cet appel. Il est temps que sa grande famille l'accompagne dans la joie, dans la dignité. Au moment de sa rencontre avec le destin, le prélat demande que Dieu lui manifeste sa miséricorde infinie. L'étape des obsèques officielles de Joseph Kadi de Fosso à Douala prend fin ce soir même par une grande veillée avant l'ultime à Bana. Reparlons de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les syndicats des transporteurs routiers roulent pour Paul Biya. Ils ont remis une motion de soutien au ministre du Travail et de la Sécurité sociale à cet effet. C'était ce jeudi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Grégoire Owona était accompagné du ministre des Transports et de son homologue de la communication. Voici quelques clichés forts de cette cérémonie captés par Étienne Pascal Azele. Les transporteurs routiers choisissent Paul Biya comme leur unique passager sur la route qui mène à l'élection présidentielle. Le candidat du RDPC sera dans la classe VIP lors de ce voyage électoral dont le terminus est le 7 octobre 2018. L'organisation syndicale de cette corporation a formulé cet engagement dans une motion de soutien remise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale à Yaoundé. Nous constatons avec joie que le président Paul Biya s'oppose systématiquement à tout ce qui peut empêcher notre évolution. Dans un élan de solidarité gouvernementale, Grégoire Owona est assisté de ses collègues des transports et de la communication. Jean-Ernest Massinangale Bibé et Issa Chiroma Bakari saluent cet acte citoyen des transporteurs dans la phase des allocutions. Cela doit néanmoins se traduire dans les urnes le 7 octobre, réitère le ministre du Travail. Une élection n'a jamais été gagnée d'avance. Il faut donc aller aux urnes le 7. Cérémonie qui a connu une participation massive des transporteurs routiers du Cameroun. Rendez-vous le 7 octobre. Les femmes ont une longueur d'avance sur l'actualité vu qu'elles pensent déjà
à l'après-présidentielle. Réunies hier à Konolinga dans l'Union Infumu par ONU Femmes, elles ont décidé d'augmenter le nombre d'électrices et de candidates aux prochaines législatives et municipales. Le récit d'une femme justement de la rédaction, Florence Ngwangeli. Les femmes de l'arrondissement d'Akonolinga seront nombreuses à poser des candidatures lors des élections municipales et législatives prochaines. L'engagement a été pris au cours de cette conférence organisée à leur intention par ONU Femmes. Cela fait partie de notre mandat de promouvoir et d'encourager la participation des femmes à la prise de décision, qui est une occasion d'échange, mais aussi qui est une occasion de pouvoir renforcer les capacités des femmes, les équiper pour qu'elles sachent qu'elles sont importantes pour la prise de décision dans ce pays. Ces femmes, réunies en réseau et venues d'Ayos, Endom, Mengang, Akonolinga et Nyakokombo, ont été édifiées sur l'importance de la participation des femmes dans le processus électoral, la femme leader, facteur de développement et de démocratie. L'objectif visé, c'est une sensibilisation, qu'elles ne restent pas seulement confinées aux tâches ménagères, qu'elles sachent qu'elles ont également leur mot à dire dans le processus électoral, dans le choix d'un leader. Pour les élections à venir, législatives et municipales, non seulement elles doivent participer au vote, mais elles doivent également se présenter. Séance tenante, plusieurs femmes ont retiré leur carte d'électeur. Preuve qu'elles s'engagent résolument à participer au processus électoral dans l'Union Infumu. Une autre actualité en rapport avec l'élection du 7 octobre prochain. Le président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès a demandé de voter pour le candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. Déclaration du ministre Amadou Moustapha lors de l'installation des membres des sous-sections ANDP de l'arrondissement de Maroua 2. Occasion également pour le président de l'ANDP de présenter son projet pour la ville de Maroua aux élections municipales et législatives prochaines. Compte rendu d'Honoré Mbouaké de CRTV Extrême Nord. C'est en invitant les militants et militantes de l'ANDP de Bikordi, de Louguéou et de Dougoy à aller retirer sans hésitation leur carte d'électeur à Ilekam que le président national de l'ANDP a bouclé sa tournée dans le département du Diamaré. Satisfait de la mobilisation légendaire de ses partisans, il est resté constant quant à son soutien au candidat du RDPC. Je convie l'ensemble des populations du Diamaré, de tout l'extrême nord, à aller le 7 octobre 2018 plébisciter le président Biya. À Doualare et à Dougoy, les militants de l'ANDP ont démontré leur détermination à respecter à la lettre l'appel lancé par leur leader. Le président national a saisi l'occasion pour poser les jalons des batailles électorales prochaines. Après les élections présidentielles, il y aura les élections législatives et municipales. L'ANDP voudrait que vous d'essayer aussi ce parti aux élections prochaines. Vous allez voir le miracle que nous allons faire. Les militants de l'ANDP sont donc prêts à affronter les échéances électorales qui s'annoncent. Toujours dans le cadre de la présidentielle, le candidat du Social Democratic Front balise le terrain et pose les jalons de sa campagne. En tournée dans la Damawa, Joshua aussi était à Nganha, Belel et Ngaoundéré. 3 étapes marquées par des rencontres avec les représentants locaux du SDF. Au centre des entretiens, le projet de société devant servir de fil conducteur de la campagne. Le candidat Joshua aussi décline ses attentes. Il est interrogé par Dangjuma Bobo Beloko de CRTV Adamawa. L'enjeu de cette élection, c'est de faire le choix entre une immense opportunité que je représente, une immense opportunité pour le peuple camerounais de finalement tourner la page et d'aller de l'avant, une immense opportunité de se ressaisir et de reprendre en main notre pays, une immense opportunité de finalement accéder à l'indépendance que nos aïeux ont commencé en 1948 déjà et qu'on n'a jamais atteint, une immense opportunité de finalement savoir ce que c'est que d'être camerounais, que ce n'est pas de la souffrance, que ce n'est pas du désespoir, mais que notre pays est immensément riche et qu'il faut partager ces richesses avec tous les citoyens de ce pays.
Consulter les oracles dans la région de l'Ouest est une pratique réservée aux initiés, surtout en cette période de grandes pluies. On les appelle là-bas les coupeurs de pluie dans cette partie du pays. On les retrouve beaucoup plus à Bafoussam. Et notre reporter Aristide Ekomba de CRTV Ouest a tenté de percer le mystère de ces initiés. Voici son enquête. À chaque fois que le ciel s'assombrit dans une localité de la région de l'Ouest, les promoteurs événementiels ont beaucoup de soucis par rapport à la perturbation du cours normal de l'activité. Pour faire face, pas mieux que les oracles. Je suis dans la région de l'Ouest il y a 10 ans. Personne ne peut incontester ce que j'ai déjà fait. Aujourd'hui, nous avons les travaux dans la région de l'Ouest. Nous avons pris des fermes décisions de pouvoir maîtriser la pluie pour que la pluie ne puisse pas gâter les travaux dans la région de l'Ouest. Plusieurs méthodes sont utilisées. Les résultats, bien que mitigés, marquent l'opinion. Quand on fait les funérailles du chef Bamongoum, oui, il y avait les coupeurs de pluie. Et on a vu la pluie menacer tout autour, il y a la pluie qui menaçait. On avait des gens bizarrement habillés là, mais on dit qu'ils étaient en train de faire couper la pluie. Et on a cru passer, la pluie venait, mais ça ne pouvait pas. Et dès que les funérailles sont finies, la pluie est tombée. Dernièrement, il y a eu la liste à Kouekong. Il a plu sur les gens là-bas. Si vraiment ces gens-là existaient, il ne va pas pleuvoir sur les gens. Pour les scientifiques, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets ne sauraient être influencées par les esprits. On ne peut pas prétendre arrêter la pluie. C'est un processus naturel. L'homme peut influencer la pluie, enfin, la tombée de la pluie, mais pas l'arrêter de tomber. Chez les initiés qui communiquent avec le cosmos, il suffit de maîtriser la technique et le tour est joué. Il y a les techniques de voyance qu'on utilise pour savoir s'il va pleuvoir ou pas. Après la technique, on utilise maintenant la méthode appropriée. Parce qu'à tout moment, on n'utilise pas une même méthode. Il y a plusieurs méthodes. On utilise la méthode appropriée. Et quand on utilise la méthode appropriée, on veille. Et il y a certaines conditions que celui qui dévie la pluie doit respecter. Ne pas boire à la veille, gêner. Et pendant tout au long de la déviation de pluie, il ne doit pas boire de l'eau. Si vous voulez mettre vos cérémonies à l'abri des intempéries, vous savez désormais à quel saint se vouer. Revenons à des choses plus accessibles à la majorité. La Société camerounaise des dépôts pétroliers continuera d'assurer la disponibilité de ses produits sur l'ensemble du territoire national. L'assurance est du directeur général adjoint de cette structure qui vient de tenir à Douala une réunion de concertation avec les différents acteurs de la chaîne logistique d'approvisionnement et les marketeurs. Gabriel Eteki et Bokolo s'est voulu rassurant, la SCDP n'a pas connu de pénurie, contrairement aux rumeurs qui font le tour des réseaux sociaux. Aboubakar Abo, de CRTV Littoral. C'est une rumeur inflammable qui aurait bien pu faire partir en fumée la quiétude des automobilistes de Douala. Relayée par les réseaux sociaux, certains avaient prédit l'assèchement des puits de pétrole de la SCDP. Mais le vent de panique a été stoppé net. Les gens s'amusent à mettre dans les réseaux sociaux des informations non fondées. Ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement a pris des mesures depuis l'arrêt de la Sonara au mois d'avril pour que le produit soit disponible. Il y a une série d'importations qui sont faites et par la Sonara et par les importateurs et tout se passe très bien. La soif de carburant continuera à être étanchée. Une nouvelle apaisante pour les milliers d'usagers dans un roulant de la capitale économique. Il y aura une fluidité dans la disponibilité du produit sur l'ensemble du territoire. Vous savez qu'on le vit déjà, des échéances qui nécessitent une attention particulière. Le pétrole et ses dérivés ont donc coulé à flot lors de la concertation entre la SCDP, les différents acteurs de la chaîne logistique d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et les marketeurs. La SCDP est au centre de l'activité de stockage. Il a fallu repréciser les responsabilités des uns et des autres, qu'il s'agisse de la Sonara qui a la responsabilité des approvisionnements ou de certains importateurs. Donc des marketeurs qui ont la responsabilité de s'assurer que le produit est disponible dans l'ensemble des réseaux des stations-service. Il était tout à fait normal qu'à un moment donné, on se réunisse pour parler des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer actuellement et qu'ensemble on puisse faire, pourquoi pas, une ébauche de recommandations à adresser au gouvernement. Et pour continuer à carburer à la performance, la SCDP et les marketeurs ont défini des stratégies payantes
destiné à assurer le carburant dans les réservoirs des automobilistes sur l'ensemble du territoire national, et ce, pour longtemps encore. Abordons maintenant balle au pied l'actualité des sports de ce journal. Premier sacre des Lions indomptables au tournoi de football COSAFA ce jeudi à Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Cameroun 8, Mozambique 1. C'est le score enregistré à l'issue d'une rencontre très disputée mais dominée par les filles de Joseph Nkodo. Le Cameroun prend ainsi la première place du groupe B. Le point avec notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Monique Félicité Tuen. La joie des supporters camerounais de la diaspora venus supporter leurs compatriotes à cette première sortie des Lions indomptables. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je suis très contente de mon pays. Vous avez vu, nous avons tous vu ensemble comment le Cameroun, les femmes ont joué, les Lions ont joué. Elles ont gagné 8 buts contre 1. Nous sommes tous très contents. 8 buts à 1, score final face au Mozambique grâce au triplet de Mpébisson, un doublet de Raïssa Mbappé et Tundi et 3 autres buts signés Ninon Thérèse Abena, Charlène Meuillon et Agnès Nkada. C'est ma première compétition avec les couleurs du pays, donc je me devrais de bien commencer. C'est toujours bien de gagner. On a gagné aujourd'hui par un large score. Maintenant, voilà, il ne faut pas s'attarder sur ce match qui s'est passé. Maintenant, il faut penser à samedi et à un prochain match. Il faut qu'on continue comme ça à travailler. À l'issue de cette première journée du groupe B, le Cameroun s'installe à la première place avec 3 points, suivi de la Zambie, vainqueur du Lesotho, 2 buts à 0. Le Lesotho est à la 3e place avec 0 points et au bas du tableau, le Mozambique. Et pour terminer cette page sportive, cette note qui prend le contre-pied de l'actualité chez les Lions. Volleyball, 2e journée de compétition du Cameroun au 19e championnat du monde Italie-Bulgarie. Les Lions ont perdu il y a quelques minutes le match face à la Serbie. Score 3-7 à 0. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Retrouvez dès demain Karine Olive Yabit pour les éditions du week-end. Patricia Lebame-Tuxon et Jean-Cyriac Besseux seront des vôtres pour le minuit. Merci aux équipes de production mobilisées toute la semaine pour produire le 20h30. À lundi.